סקופ מק ודיזי ורוליקה, לופטי וונדי עם כולם, פה וגם הם כל כך נהנים, הם בונים וגם מתקנים. פה בבנאי מצליח לתקן, פה בבנאי כן כן כן, חתול וציפור. On reprend sur la discussion contradictoire entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, dans le traité Shabbat 33b. Donc, Rabbi Yehuda qui fait l'éloge de Rome, la puissance occupante en Judée au IIe siècle après Jésus-Christ. Il fait l'éloge de Rome parce que Rome construit des marchés, construit des terres, construit des ponts. Et au fond, l'éloge de Rome, c'est l'éloge de la domination de l'homme sur la nature, la maîtrise de la nature. Et cette maîtrise de la nature, on peut dire, elle peut prendre deux formes. La forme qui est celle de la figure de l'ingénieur, du technicien. Mais aussi la maîtrise de la nature, on peut l'entendre aussi sous la figure de la police. Au fond, l'éloge de Rome par Rabbi Yehuda, c'est un éloge de la police. La police, elle est aussi bien dans le sens de la domination de l'homme sur ses passions, mais aussi bien la domination de l'homme sur les passions sauvages, antisociales des êtres humains. Donc un éloge de la police comme est un éloge de l'existence civilisée ou de l'existence policée. Rome, c'est une digue contre la barbarie, qui peut être aussi bien celle de la barbarie venue de l'extérieur, aussi bien la barbarie venue de l'intérieur, qui sont les brigands, les hors-la-loi. Aux yeux de Rabbi Shimon, en revanche, derrière ces marchés, il y a la figure de la prostitution. Les termes, c'est pour leur propre plaisir. Et les ponts, c'est pour y établir des péages qui sont à la fois des manières de ponctionner les gens et les contrôler. Et donc pour lui, Rome, cette figure de la police, Rome, c'est la civilisation, mais c'est une civilisation de maîtres, et qui assujettissent autrui à leur propre jouissance. Donc ça, c'est l'intrigue, en quelque sorte, conceptuelle de cette discussion. Et on a vu que la conclusion, c'est que lorsque ces propos sont rapportés aux Romains, Rabbi Yehuda sera nommé en hébreu Rosh Hamedabrim, le premier orateur, le premier à parler, et ce titre-là sera entériné par les Talmuds, tandis que Rabbi Shimon sera condamné à mort, et il va donc fuir et se réfugier dans une caverne avec son fils. Donc Rabbi Shimon est dans la figure du hors-la-loi, et il va se réfugier dans une caverne. Et on voit ici la proximité très forte avec la figure du brigand. Parce qu'extérieurement, il se retrouve dans la situation du brigand, à la fois hors-la-loi et le refuge dans la caverne, qui est symbolique, qui est très significative de sa position, au fond, de sa correspondance avec le brigand. Donc on a au fond Rabbi Yehuda qui est dans une position de flirt, je dirais, avec la figure du policier, et Rabbi Shimon, la figure du flirt avec la figure, une forme de flirt avec la figure du brigand. Et ce sont ces deux types, ce que j'appelle flirt ici, il va falloir clarifier. Alors, la figure pour Rabbi Yehuda, qu'est-ce que c'est qu'un éloge, qu'est-ce que c'est que cet éloge de la police, et en quel sens il est légitime, du point de vue des rédacteurs du Talmud. Du point de vue des rédacteurs du Talmud, qui bien sûr sont des disciples de Rabbi Shimon, mais qui malgré tout intègrent la position de Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'elle est entendable, elle est audible et elle est acceptable. Donc il faut essayer de voir en quoi elle est acceptable, cette position de Rabbi Yehuda. Et alors évidemment, c'est la question de l'éloge de la police, il est à entendre en tant que la police combat la figure du brigand, de la pègre. Et là, je pense que je vais parler de 3 exemples contemporains
qui nous permettent d'entendre cet éloge de la police de Rabbi Yehuda. Premier exemple contemporain, c'est ce qui se passe au Mexique, avec la domination des cartels de la drogue, qui font régner une violence, une hyper-violence, qui corrompent les figures de l'État, à la fois de la police et du pouvoir politique. Et il est évident à ce moment-là qu'une police incorruptible est une figure, en quelque sorte, qui fait barrage à l'hyperviolence, au caractère rapace des cartels de la drogue. Donc la figure du policier ou du fonctionnaire incorruptible est ce dont Rabbi Yehuda, au fond, fait l'éloge. Ça, c'est très prégnant au Mexique aujourd'hui. Objection. En Russie, suite à l'effondrement du régime soviétique, la manière dont s'est organisée la privatisation des forces productives est en fait aussi organisée de manière rapace, et l'appropriation privée de ces capitaux par notamment l'introduction de la pègre. On voit aussi comment le caractère dévastateur, rapace de la pègre, et comment, une nouvelle fois, la figure comment on peut aussi, dans cette situation-là, entendre ce que serait qu'un éloge de la police ou un éloge du fonctionnaire incorruptible qui s'efforce de défendre une certaine idée de la loi contre la rapacité de la pègre. Troisième exemple historique, c'est celui de la mafia en Italie. La mafia en Italie, et notamment en Sicile, qui a historiquement combattu les forces progressistes. Il y a notamment dans un village de Sicile une plaque commémorative, parce qu'en 1947 il y avait une marche, donc le 1er mai, et la mafia ont tiré sur les gens qui défilaient, parce qu'ils défendaient à la fois les mafiosi défendaient les grands propriétaires et l'ordre social institué, et que les forces progressistes étaient un danger, et donc ils les zigouillaient. Donc ça, c'est cette figure évidemment de la pègre, du brigandage, comme ce qui dévaste le monde commun, et ce envers quoi la police, même sous sa figure romaine, est aux yeux de Rabbi Yehuda une figure de l'humanisation possible, une digue pour empêcher les formes de la barbarie les plus criminelles, les plus égoïstes, les plus prédatrices. Alors évidemment, dans le Talmud, ça c'est immédiatement en regard, d'abord de la position de Rabbi Yossé, qui lui garde le silence, et puis ensuite de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, dont le propos est de dire que Rome est une figure des brigands. Et sous ce caractère policé, ce qui apparaît, c'est une figure du brigand. On le perçoit très clairement dans son propos, puisque les marchés pour y asseoir des prostituées. Donc Rome comme figure du proxénète. Les termes pour leur propre jouissance, et les ponts pour y ponctionner des péages. La figure à la fois du proxénète, on a la figure du racket, on a les figures clairement de Rome comme brigandage d'État. Donc c'est tout aussi l'intérêt, c'est comme s'il y avait une forme d'identité structurelle entre la figure de la civilisation romaine, de la civilisation de l'État, l'État de droit éventuellement, et la figure du brigand. D'identité structurelle que met à jour Rabbi Shimon, lui-même étant en position de brigand du fait de sa condamnation à mort par Rome. Donc ce qui me conduit à dire qu'au fond, on pourrait dire que et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dénoncent l'un et l'autre, s'opposent l'un et l'autre à la figure du brigand,
Rabbi Yehuda, lui, en faisant l'éloge de Rome comme éloge de la police contre les formes de brigandage hors la loi. Et Rabbi Shimon, lui, montrant qu'au fond, ces brigands hors la loi et la figure de la loi, qui est la puissance occupante romaine, sont l'un et l'autre deux faces d'une même réalité, qui est celle de la rapacité. Et le symbole des armées romaines, c'était l'aigle. Alors, donc Rabbi Shimon, ayant mis à jour ce qu'a d'inacceptable la loi qui régit le monde, est repoussé hors la loi du monde. Et pour faire entendre une manière contemporaine ce que peut être cette position qui est celle de Rabbi Shimon dans la caverne, je vous lis un petit texte ou deux petits passages d'un livre sorti récemment de Alain Badiou, camarade Badiou, Métaphysique du bonheur réel. Alors d'abord, simplement, deux lignes de la page 32, où il évoque, il critique les courants dominants de la philosophie contemporaine à travers le courant analytique, le courant postmoderne et le courant herméneutique, phénoménologique, qu'il considère comme trop appropriés à la loi du monde. Et que, étant trop appropriés à la loi du monde, ils ont échoué à nous dire ce que peut être la vraie vie. Donc la vraie vie est hors la loi du monde. Et je vous lis un autre passage, je pense être en accointance forte avec la position de Rabbi Shimon, page 23, où il évoque, donc il dit, si par ailleurs la catégorie de vérité est abandonnée ou inopérante, donc lui, Badiou, il cherche à réinvestir, à réactiver la catégorie de vérité. Donc il dit, si la catégorie de vérité est abandonnée ou inopérante, la philosophie ne pourra pas relever le défi d'une existence asservie à la circulation marchande ou à l'illogisme de la communication. Car c'est là un point difficile, mais dont je suis profondément convaincu, à l'infini chatoiement de la circulation marchande, à cette espèce de pluralité flexible à quoi le désir se trouve enchaîné, on ne peut opposer que le point d'arrêt d'une exigence qui serait inconditionnelle. Tout ce qui, dans ce monde, est sous condition, tombe sous la loi de la circulation des objets, des monnaies et des images. Et interrompre ce principe de circulation, à mon sens, une exigence radicale de la philosophie contemporaine et la condition première d'une voie vers le bonheur réel, n'est possible que pour autant qu'on est en état d'énoncer ou d'assumer qu'il y a un point d'arrêt inconditionnel, c'est-à-dire une idée stratégique absolument antagonique à cette circulation et à la subjectivité à la fois égoïste et ignorante. Cette idée stratégique, selon lui, s'appelle l'idée communiste, et il poursuit. Donc, voilà pour faire entendre une position qui serait aujourd'hui, qui ferait écho à ce qu'on soupçonne, ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, cette position qui est celle de Rabbi Shimon, fondateur de la Kabbale suite à sa condamnation à mort par Rome. Oui, parce que Rabbi Shimon, dans sa caverne avec son fils Rabbi Elazar, de quoi il s'occupe? D'études et de prières. Et au fond, la figure de l'étude dans la caverne, c'est la question de l'idée. Et en regard, évidemment, ce qui est tout à fait différent du projet qui anime les brigands lorsqu'ils se retrouvent dans une caverne, puisque eux, ce qu'ils visent, c'est la circulation des marchandises, ou l'appropriation. D'où la question, qu'est-ce que c'est que le hors-la-loi et quelle est la position, cette apparente correspondance entre Rabbi Shimon dans la caverne et le brigand,
comme figure du hors-la-loi, voir en quel sens Rabbi Shimon est un hors-la-loi, en quel sens le brigand en est un. Alors, à ce propos, dans un petit livre Mafia, gang et cartel, la criminalité internationale en France, il y a un passage comme ça sur un gang chinois qui s'appelle la Triade originelle et qui dit qu'à l'origine ce serait une société secrète née pour résister aux empereurs mandchous qui ont conquis Pékin et pris la place des Ming sur le trône impérial au milieu du XVIIe siècle jusqu'en 1911. La société secrète aurait été fondée par des moines bouddhistes du Fujian, au sud-est de la Chine, inventeurs du kung-fu. Siècle après siècle, la triade aurait essaimé, ses loges se seraient transformées en bandes et la société secrète se serait déclinée en associations diverses, politiques, ésotériques, etc. Bref, elle aurait fait des émules et certaines de ces sociétés secrètes auraient mué définitivement en organisations criminelles. Ce passage, simplement pour... évidemment, ce qui est secret, ce qui est clandestin, flirte rapidement à la fois avec les mouvements ésotériques. Il y a comme une proximité entre les mouvements ésotériques, secrets, clandestins, et les formes de sociétés criminelles. Mais c'est dans ce que je vais soutenir, c'est qu'évidemment dans le cas de Rabbi Shimon, c'est au contraire, ça n'est qu'apparent, parce qu'évidemment, sa position, c'est qu'en réalité la figure de Rome est une figure du brigand. Donc il ne s'agit absolument pas de s'identifier à la figure du brigand. Du reste, en passage, là, ce bouquin Mafia, gang et cartel, c'est un paysage comme ça, un panorama de toute la criminalité internationale en France. Ça, c'est d'une monotonie terrible. C'est proxénétisme, racket, trafic d'êtres humains, enfin, tout ce qui est sordide, c'est l'apanage de ces sociétés criminelles. Mais alors, voilà, le texte, quelques lignes là, de Benjamin, je voudrais évoquer sur cette question-là de la figure du criminel ou du brigand. Dans Critique de la violence, Benjamin fait une hypothèse qui est que la violence, lorsqu'elle ne se trouve pas entre les mains du droit chaque fois établi, ne constitue pas une menace pour lui par les fins auxquelles elle peut viser, mais bien par sa simple existence hors du droit. Le fait qu'il y ait un hors-droit, une existence hors la loi, une forme d'agir hors la loi, est la véritable menace, au-delà des fins visées par cette activité ou cette action. Et il poursuit, on trouve de cette hypothèse une confirmation plus éclatante si l'on songe que très souvent déjà la figure du grand criminel, si répugnante qu'aient pu être ses fins, a provoqué la secrète admiration du peuple. Donc il y aurait une forme d'admiration, une forme de beauté, de grandeur dans la figure du criminel, parce qu'il existe hors la loi. Alors c'est ça qu'il faut interroger, que je voudrais interroger. Chez Benjamin, cette figure hors la loi, donc il y a la figure du criminel, il y a celle du révolutionnaire, la violence du hors la loi, criminel, la violence du révolutionnaire et la violence de Dieu. Alors cette violence souveraine du hors-la-loi, du brigand, c'est évidemment quelque chose qui relève au fond de sa grandeur, c'est celle de l'insoumission. La grandeur est celle de l'insoumission. Mais est-elle réelle, cette insoumission, ou est-elle simplement apparente? Alors, je voudrais là évoquer un passage d'un livre de Frédéric Lordon, La Société des affects, dans lequel il évoque un reportage qu'il a vu à la télévision sur les caïds des cités, le nouveau grand banditisme. Et il montre comment en fait, l'imaginaire de ces bandits est tout à fait l'imaginaire néolibéral.
même mentalité, le même type de projection, le même type de comportement, le même type de rationalité, etc. Simplement dans des marchés qui sont hors la loi. Mais au fond, les structurations sont les mêmes. Et il poursuit en disant, en écrivant, « En fait, le reportage n'est pas si innocent ou inconscient que je viens de le laisser entendre, car, par un décalage saisissant, il est allé chercher le commentaire d'un ancien lieutenant de Jacques Messrine, lui archétype du truand old school. Or, c'est plus qu'un contrepoint, c'est un abyssal contraste. On l'aura compris, ce truand ne se reconnaît rien de commun avec les trafiquants néolibéraux d'aujourd'hui, et précisément parce que, loin du syndrome générationnel atrabilaire, dit du vieux con, il les identifie très sûrement comme néolibéraux. Son argument est en effet explicitement le suivant. Nous ne nous voulions pas seulement hors la loi, hors l'ordre juridique de la société, nous nous voulions hors de son ordre imaginaire. Énoncé à la limite, mais significative, de la tautologie, où l'on voit cependant toute la différence entre être hors la loi, se trouver hors la loi, et se vouloir hors la loi. Les trafiquants néolibéraux se trouvent hors la loi et, si l'on met à part le surprofit spécifique lié à la nature illégale de leur trafic, c'est plutôt pour eux une source d'inconvénients. Les truands de Messrine, eux, ont pour propos tout à fait advertant de rechercher le dehors de la loi comme métonymie du dehors de la société, en une récusation pleine et entière de ces normes, donc de l'imaginaire qui les soutient. Dans ce texte, Lordon propose de distinguer entre une figure du truand qui, au fond, reproduit dans son espace propre, on peut appeler la figure du policier romain, et un truand qui, lui, recherche véritablement le dehors de la loi, et recherche à exister dans ce dehors, et qui, lui, susciterait, à juste titre, l'admiration du peuple, parce que se joue quelque chose dans le fait de ne pas se soumettre à l'imaginaire dominant. Et c'est une espèce d'éloge du truand old school dans ce texte de Lordon. Et je voudrais dire qu'au fond, c'est un point de désaccord fort que j'ai avec Lordon, parce qu'il me paraît ici sombrer dans une forme de gauchisme. Et donc je vous ai préparé une petite chanson pour ce sujet. Spinozisme d'anarchistes, anthropologie caractéristique des adeptes de Bakounine, Lordon, tu mourras assassiné par la police, et c'est tout le mal que l'on te souhaite.